C'est bienvenue dans votre émission Le Télématin, le Bonjour d'Algérie d'Oran. Aujourd'hui, c'est le mercredi 25 décembre 2024. Eh bien, aujourd'hui, nous avons essayé de vous concocter un programme qui répondra à vos attentes, chers amis du matin, et qui vous êtes fidèles à cette émission. Et bien sûr, il y aura de la musique, il y aura de la culture, il y aura aussi de l'artisanat, il y aura aussi alors le droit. Aujourd'hui, il y aura un récap de toute l'année, puisque nous sommes à la fin de l'année. Dans même pas une semaine, eh bien, on va dire au revoir à 2024 et bonjour à 2025, puisqu'on sera présent avec vous la semaine prochaine. Et bien sûr, nous allons parler aussi, il y aura de la santé, où nous allons parler des troubles de la croissance avec le médecin qui sera ici pour nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette pathologie. Et bien sûr, comme on vous l'a habitué chaque semaine, on commence par une très belle chanson Souvenir d'Oran. Winkom Yaouled Bledi Winkom. Ça, c'est dédié à notre communauté algérienne qui est partout dans le monde. On vous dit Winkom, Winarakom, Kerasarilkom. Et bien sûr, avec la belle voix oranaise, Semia Benebi. On se retrouve juste après. سهراتك يا وهرا وين بهاك اللي كان زمان كانت عليك دموع الفنان واش من فنة بقات عندك كنا نتلاقوا بجلسات ثقة تامة وهمات صاد الريح على 4 جهات سربعنا هنا وغادي وين سهراتك يا وهرا وين بهاك اللي كان زمان فات عليك دموع الفنان واش ما فنة بقات عندك كنا نتلاقوا بجلسات ثقة تامة وهمات صاب الريح على 4 جهات سربعنا هنا وغادي وينكم توحشت جماعات الأحباب يا حسراه لا تنسى كاين اللي مات وكاين اللي غاب واللي باقي راه يودي كيف رجعت Très très belle chanson tirée du terroir oranais algérien, Win comme Yel Hbeb, Win, où se trouvent ces souvenirs d'antan justement avec nos parents, nos grands-parents. Eh bien, la vie est ainsi faite, comme on dit, mais nous, on est là pour vous accompagner pendant 1h30 jusqu'à 9h30. Nous sommes en votre compagnie, ça nous fait plaisir parce que je sais très bien que vous êtes devant votre petit déjeuner à déguster votre bon café, bien sûr. Alors, ça sent l'odeur du café, hein,
hein, vraiment, et ça donne vraiment envie d'en prendre un. Eh bien, bsahatkom, et j'espère que رايحين نكونوا خفاف عليكم, Inch'Allah. Et bien sûr, comme je l'ai annoncé tout au début, nous allons commencer, comme d'accoutumé, avec la rubrique de droit assurée par notre conseillère juridique Jamila Saber, où elle nous fera un petit récap, mais bien sûr, mais aussi parler d'un autre sujet qui est très très important, ce sont les différentes peines. Il y a les peines principales, les peines complémentaires et les peines accessoires. Donc on va un petit peu comprendre quelle est la différence entre les trois et quelle est la signification de chacune en fait. Hein. Donc nous sommes avec Saber Jamila, bonjour. Bonjour. On s'est habitué à vous hein, chaque semaine. Hein. Merci. C'est pas possible de se détacher de cette belle rubrique de droit où on prend vraiment connaissance de beaucoup de choses qu'on ignore généralement. Tout à fait, très apprécié par nos chers téléspectateurs aussi. Exactement. Voilà, donc on a un bon retour. Ah ben, tant mieux pour Voilà, nous. Hein. tout à fait. C'est en l'honneur de Bonjour d'Algérie Tout de à la fait. station régionale d'Oran. Tout à fait. Très bien. Alors, nous allons parler un petit peu. Vous voulez commencer par les peines ou alors vous voulez commencer par le petit récap? Bah, je préfère les... Non, c'est pas un petit. Hein. Tout à C'est un fait, récap de toute une année. Tout à fait. Aussi, c'est pas évident. Moi, je préfère commencer par les différentes peines parce Très qu'on bien. a été la dernière fois. Bon, il nous arrive donc de citer, de traiter des sujets de droit, surtout en matière pénale et criminelle. Oui. Donc de citer, c'est-à-dire la peine encourue en cas qu'on contracte ce délit ou ce crime, mais on n'a jamais, c'est-à-dire, non, on dit par exemple privé de tel et de tel, mais on n'a pas pris, bon, on est limité, c'est une question de timing aussi, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour, on donne l'essentiel. Oui, on ne peut pas tout expliquer vraiment Tout à fait, de parce que long ça et en nous- large. Tout à fait. C'est des conférences, ça nécessite beaucoup de temps. Donc, mais cette fois-ci, la dernière fois, surtout la dernière fois, quand on a parlé d'abus de confiance, on a traité plutôt le sujet d'abus de confiance. J'avais cité l'interdiction de séjour et tout Exactement, ça. dans la ville. Tout à fait. Dans la ville natale, Tout on va à dire, fait. où il vit, Voilà. la personne qui fait... Alors, j'ai été contactée commet par ce- des gens, ils m'ont dit c'est quoi donc, ce délit. parce qu'on a l'habitude d'entendre juste la peine. On m'a dit c'est quoi, où se trouve ça, c'est comment. Alors, c'est pour ça que je vous ai proposé de leur expliquer. de reprendre ces Tout peines, à fait, l'explication de ces peines. Tout à fait. Alors, les peines, elles sont classées en 3 catégories. Il y a la peine principale, c'est-à-dire on entend un jugement, on dit cette personne a été condamnée donc à telle année, telle année. Donc, avec la peine, donc il y a la condamnation à mort, parce qu'elle existe, hein, mais elle n'est pas applicable. Elle existe dans le code pénal, vu que l'Algérie a signé des conventions internationales. Donc, il y a la perpétuité, la réclusion à perpétuité. Il y a les peines de 3 ans à 5 ans jusqu'à 20 ans, et ça descend. Donc, ça, on appelle ça les peines principales, ce qu'on appelle en arabe al-uqubat al-asliya. D'accord. Les gens connaissent tout ça. Donc, dans les peines principales, il y a généralement, elles sont accompagnées par une amende. Cette amende, c'est pas, les gens des fois confondent entre l'amende et le dédommagement. Ah, c'est pas pareil, non? C'est pas pareil. L'amende, elle est réservée à l'État. Elle va directement au trésor public. On la verse au trésor public. Le dédommagement, qu'il soit moral ou physique, donc ça concerne la victime ou la partie civile. Voilà. Donc ça, c'est la peine principale. D'accord. Après, on a ce qu'on appelle les peines accessoires. En arabe, c'est al-uqubat tabaïya. D'accord. Voilà. Alors, les peines accessoires sont scindées en 2 paragraphes. Donc, il y a l'interdiction légale. Donc, l'interdiction légale, c'est-à-dire cette personne est interdite, elle ne peut pas, c'est-à-dire utiliser, elle est interdite de tout ce qui est droits patrimoniaux. C'est-à-dire, quand on parle de droits patrimoniaux, tout ce qui est argent. Cette personne ne peut pas utiliser son argent une fois qu'elle est condamnée. Hein. Bah oui. Voilà, donc, et ces biens sont administrés par un administrateur désigné par le tribunal qui a jugé cette affaire. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la dégradation civique. Là, ça va en crescendo. Hein. Oui, Voilà. c'est ce que je vois, ça Tout ça à va fait. de... C'est pas évident parce qu'on n'entend que la peine principale, on ne sait pas ce qui vient après. Donc la dégradation civique, donc c'est quelqu'un qui est destitué et exclu de tout poste supérieur Ah, il ne peut pas accéder. à vie.
Donc, à vie. voilà, donc il ne peut pas. Donc, S'il commet aussi voilà. un délit, Donc des postes, même au niveau des il faut partis. bien réfléchir à ce qu'on fait. Tout aussi, à fait. Des partis, des postes au niveau de l'État et tout ça. Donc, il ne peut pas enseigner. Est-ce qu'il peut être destitué de son poste où C'est certain. qu'il assure? C'est certain. D'accord. Déjà, le fait qu'il soit destitué et exclu de tout poste supérieur, donc déjà comme les postes qui sont, même s'il veut changer d'organisme et tout ça, il peut pas. Donc, en plus, il est destitué de tout poste qui a relation avec l'infraction. Alors, je vais vous poser une question un petit peu, je vais dévier un petit peu votre idée. Alors, si toutefois, il y a une agression verbale à l'intérieur d'une institution, quelle que soit l'institution. Alors, quelle est et quelle sera, on va dire, la peine contre cette personne? C'est l'injure, c'est bochette. Ou bien tahdid al-lafdi, ce qu'on appelle. Voilà. Donc c'est une menace verbale. Exactement. Voilà. Donc ou alors différent. par SMS. Elle ne peut pas arriver. Ce genre de délit n'est pas aussi grave que certaines. Parce que je vais vous dire, ce genre de peines accessoires sont rattachées aux peines criminelles. Très bien. Voilà. Après, on va voir. Donc il y a ça. Donc il ne peut pas enseigner, il ne peut pas gérer un établissement scolaire, il ne peut pas être. Il peut même pas être surveillant dans un établissement scolaire. Oui. Voilà, c'est pas évident. Après, on passe aux peines complémentaires, ce qu'on appelle al-uqubat al-takmiliya en arabe, parce que les gens veulent toujours avoir la traduction. Alors là, c'est à titre exhaustif. Et en arabe, c'est ala sabil al-hasal. Quand on parle à titre exhaustif, ça veut dire 1, 2, 3. On ne peut rien rajouter. C'est bien déterminé. Voilà. Donc, la première, c'est l'assignation à résidence. Oui. Voilà. Donc, la deuxième, c'est l'exclusion, c'est-à-dire l'interdiction de séjour dans une ville bien déterminée ou dans une région bien déterminée. Très bien. Ça, c'est très important. Et c'est très grave aussi pour la personne condamnée. Donc, elle peut aller en matière délictuelle, elle peut être jusqu'à 5 ans d'interdiction et en matière criminelle jusqu'à 10 ans. Quand même. Oui, 10 ans, c'est pas évident. C'est pour ça les gens n'ont pas conscience c'est-à-dire des conséquences de leur acte aussi. Il faut faire très attention. Donc ensuite, il y a la confiscation partielle des biens. Voilà, donc on laisse seulement, on ne touche pas. Par exemple, il y a un logement là où la famille, l'épouse, le conjoint ou la conjointe ou les enfants résident, on ne le touche pas. Ou les ascendants, par exemple les parents, les grands-parents et tout ça, ça on ne le touche pas, c'est un bien qui ne sera pas confisqué. Donc la confiscation aussi de certains droits, aussi civiques, aussi. Donc c'est une personne elle peut être ni éligible ni électeur. C'est-à-dire, elle peut ni voter, ni se présenter pour un quelconque. Voilà, tout à fait. Donc, il y a aussi, elle peut être... et attention, le jugement et la condamnation sera publié sur des journaux nationaux. Ça, c'est... Alors, risque et péril. Tout à fait, ça, c'est très, très grave. Donc, exactement, oui. Et même quand quelqu'un, par exemple, est consigné, c'est-à-dire il est interdit de séjour ou il est consigné à résidence, il ne peut se déplacer. C'est-à-dire le jugement est notifié au ministère de l'Intérieur et pour chaque déplacement, il doit avoir une autorisation du ministère de l'Intérieur. Donc, imaginez un décès, une maladie et tout ça, donc une hospitalisation. Donc, c'est pas évident. Donc, ça, les gens ne connaissaient pas ce genre de peine, c'est-à-dire qui se rattache à la peine principale. Justement, voilà. Oui. Donc, ça, et ces peines sont très importantes à connaître parce que ça ne va pas se limiter juste à quelques années de prison et exactement, tout ça. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous avez vos biens, vous n'avez pas droit à ça, vous pouvez ni voter, ni vous présenter, ni travailler dans une quelconque profession. Ça va vous priver de pas... C'est-à-dire pas mal de droits civiques. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la dégradation civique. Exactement. Donc, carrément. Donc, votre vie sera limitée à peu de choses là, donc c'est lamentable. Il faut réfléchir à 10 fois à nos actes. Pas 1000 fois. Il faut vraiment réfléchir à 10 fois. Tout à fait. Donc voilà, en grosso modo, concernant les peines. Les peines. Alors, et pour le récap de ce qu'on a fait pendant toute l'année 2024. Voilà, donc... on a abordé pas mal de sujets. Tout à fait, très intéressant. Et d'actualité en plus. Tout à fait. Donc on a eu le sujet qui a eu
on a eu beaucoup de retours, Justement, un grand oui. retour. Oui. C'était concernant le droit international humanitaire. Exactement. Voilà, on avait fait 2 Ouais. numéros sur Ouais, ça. ouais, ouais, C'était ouais. extraordinaire. Et c'était un droit qui était méconnu par pas mal de téléspectateurs et tout ça. Même l'usurpation de D'identité, de fonction, et tout. Ah de oui, titre. oui, 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 voilà oui. aussi. Donc, ils ont pris le faux usage de faux aussi. D'ailleurs, hier, je suis tombée sur un groupe, sur un des réseaux sociaux. D'ailleurs, il y avait une dame qui posait la question, quelles sont les démarches à faire, parce que je souffre d'une usurpation d'identité et de fonction, justement. Et là, Elle doit oui. réagir tout de suite. Hein. Exactement, Donc, d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. ah oui. Je lui ai dit, il faut réagir tout de suite, il faut y aller, déposer plainte Tout à fait. et voir de toutes les façons, attendre un petit peu les démarches. C'est très voilà. dangereux parce qu'on peut utiliser son identité pour commettre des crimes. Et elle sera Exactement. convoquée, elle peut être incarcérée. Le temps Voilà. de vérifier. Exactement, si le c'est temps elle, de vérification, tout à fait, si c'est elle ou elle sera pas. incarcérée. Ah oui. Donc ça va lui causer beaucoup de dégâts sur le plan moral, c'est-à-dire social et tout ça. Donc il faut qu'elle réagisse tout de suite. Hein. Effectivement. Voilà. Oui. Aussi, il y a eu aussi un excellent sujet et très important pour notre société. D'ailleurs, ça a été l'héritage. La succession. La succession, Voilà. l'héritage et tout ce Tout qui à fait. s'ensuit. Alors là, c'était Tout à fait. c'est un sujet, d'ailleurs, j'ai même eu beaucoup de retours et même beaucoup de messages cette dernière semaine. S'il vous plaît, on veut savoir, parce ils m'ont posé pas mal de questions bien précises sur l'héritage, auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que je ne suis pas une femme de loi non plus. Hein, donc, D'accord. alors, je leur ai dit, on verra ça avec 2025, avec Inch'Allah, notre pourquoi conseillère. pas. Surtout qu'on avait touché, c'est-à-dire on a parlé de l'héritage, de la succession quand il s'agit de nationaux, c'est-à-dire Exactement. et aussi la succession quand il s'agit de mariage mixte. Aussi. Exactement. Et de musulmans, non musulmans aussi. Donc, Et même aussi de nationaux qui sont établis à l'étranger. Tout à fait. Quand il y a un décès, qu'ils ont des biens Tout ici à en fait. Algérie, des biens à l'étranger même à aussi. l'étranger. Même à l'étranger. Voilà. Donc on va voir, on suit Voilà. quel droit, le droit algérien ou alors le droit français ou alors le droit suisse ou alors je ne sais pas. tout Donc, à fait. Donc d'abord, verra il faut, quand il s'agit de... avec vous. Voilà. On verra cela avec vous. Tout à après, fait. oui. On leur avait donné aussi des informations quand il s'agit de nationaux qui sont établis à l'étranger, par exemple, où il y a un décès. Il faut tout de suite saisir le consulat territorialement compétent, consulat algérien. D'accord. Tout de suite. Parce que j'avais expliqué, c'est pour ça que j'avais demandé et conseillé aux Algériens établis à l'étranger de s'inscrire, parce qu'ils ont un identifiant, un Exactement. matricule, Ah oui. un matricule, de s'inscrire au niveau de chaque consulat, Consulat. c'est-à-dire de la ville où ils sont, où ils résident. Et c'est très important. En cas de, par exemple, de manifestation, en cas de guerre, en cas de On sait jamais. d'intempéries, Voilà. alors de rapatriement d'urgence, par tout exemple. à fait. Le consulat saura, c'est-à-dire le nombre, il saura, c'est-à-dire il a les adresses et les coordonnées des Algériens, c'est-à-dire expatriés dans chaque ville, leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Alors c'est très important parce qu'il y a des personnes, moi j'ai parlé avec des personnes, et ils m'ont dit ah non, ah bon, il faut avoir un matricule, il faut bien ça. sûr qu'il J'ai faut dit oui, avoir un matricule. même il y a des enfants qui naissent, il faut les inscrire. Bien sûr. Alors, comment l'État algérien pourrait savoir Tout à fait. et connaître le nombre, justement, de Tout ses à fait. ressortissants Voilà. ainsi que leur nom? Voilà. C'est pas possible. Et là, quand il y a un problème de succession, il y a un décès, il y a un problème, c'est le consulat qui intervient. Bien il sûr. peut même leur constituer un avocat. Exactement. Il travaille en collaboration avec la préfecture, par exemple, ou les communes, là, les communes de la ville où ils résident aussi. Où ils résident, Voilà. exactement. Et Ça le va pays leur aussi. faciliter la tâche. Voilà, oui. Donc, oui. Surtout que le président de la République, il a favorisé justement le rapatriement des corps. Tout à fait. Donc, et c'est gratuit Tout à maintenant. fait. Donc, en déjà, principe, à la base, maintenant c'est devenu, depuis le Covid-19, Voilà. c'est devenu gratuit, mais déjà à la base, il y a une assurance de Exactement. rapatriement.
Oui. Au niveau des sociétés et tout ça, d'assurance à l'étranger, ils ont cet article-là de rapatriement des corps au cas. Moi, je connais des expatriés, c'est-à-dire ils ont cette assurance à l'année, hein, donc à chaque fois elle est renouvelée. Il y en a, Et en plus, dans le cas où il y a des personnes clandestines qui n'ont pas de situation professionnelle ou sociale stable, il y a, allez-y dans les mosquées, il y a des associations qui se chargent des rapatriements des gens qui décèdent, des Algériens qui décèdent à l'étranger. À l'étranger. Voilà. Dans le cas où ils n'ont pas, c'est-à-dire une situation stable. Hein. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute aussi? Donc, il y a aussi l'abus de confiance. On l'a fait, c'était le dernier numéro. On l'a fait la semaine passée, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de... Tout à fait. Donc, il y a eu aussi le faux usage de faux. Le faux et usage de faux, exactement. Donc, il y a des documents falsifiés, des actes authentiques et tout ça. Même. Alors, donc, on a quand même... Il y a eu les divorces aussi. Les divorces aussi, on a parlé aussi. Divorce pour les nationaux. Et les mariages mixtes. Et les mariages mixtes, exactement. On a parlé aussi du mariage mixte, c'est-à-dire quand une Algérienne ou un Algérien, surtout les Algériens, qui se marient avec des étrangers, qui veulent se marier en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Donc, elles quittent. Ici, en Algérie, on est régi par des règlements. Quand il s'agit de mariage avec un étranger, il y a une enquête qui se fait. On dépose une demande au niveau de la wilaya et tout ça. D'abord, il faut qu'il soit musulman. Pour que l'État algérien accepte, c'est-à-dire que cet Algérien se marie avec cet étranger. Il faut d'abord qu'il soit musulman. Et qu'il soit musulman avec un certificat délivré par la direction des affaires religieuses. Exactement. Il y a des conditions. Alors, certains Algériens ne veulent pas attendre cette enquête et se pressent d'aller se marier dans un autre pays. On l'avait expliqué, et là, c'est le dégât. Une fois qu'elle se marie, elle a des enfants. Il y en a beaucoup. Leur mariage n'est pas reconnu ici, en Algérie. Voilà. Parce qu'il n'a pas été contracté ici en Algérie, selon les conditions de son pays d'origine. Donc, elle va. Et là, après, ça crée d'autres problèmes. Quand il y a des enfants, quand le mari veut divorcer, il la laisse tomber et tout ça. Donc, il y a ça, c'était aussi important, oui. Très bien. Donc, on a fait un petit peu le tour de pratiquement beaucoup de sujets pendant l'année 2024. Donc, on essaiera de continuer notre saga de droit et notre saga juridique avec notre spécialiste juridique, Djamila Saber. C'est toujours un plaisir de la recevoir et de partager avec elle le plateau de Bonjour d'Algérie. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année pour l'année 2025. Merci à vous, à toute l'équipe avec laquelle, moi, je la considère comme une famille. D'ailleurs, je le dis souvent. On vous considère comme un membre de notre famille de l'audiovisuel, de la station régionale d'Oran, de Canal Algérie, de la télévision algérienne. Marhaba bik à tout moment. Et puis, on est heureux, d'ailleurs, de vous avoir. Une émission n'est réussie c'est-à-dire qu'en unifiant les efforts quand il y a une bonne ambiance équipe. Quand il y a une bonne équipe et une bonne ambiance. C'est ce qui se passe ici à la station régionale d'Oran. On ne se plaint pas. On a une équipe de choc, d'ailleurs, que ce soit à la régie, que ce soit nos techniciens, tout le personnel de la station régionale d'Oran est là depuis, d'ailleurs, quand on a des directs le matin, quand on assure des directs le matin, ils sont là à partir de 5h30, 6h. Donc, yatihom saha. Voilà, tout simplement. Et je leur souhaite une bonne année pour l'année 2025. Donc, merci. Et voilà, sujet réalisé par Sofiane Moqnin. Alors, sur des sites historiques magnifiques du côté de Tiaret, ce sont le Jdar de Tiaret. Et on se retrouve juste après. Érigée sur deux collines voisines au nord du pays, unique en Algérie et au Maghreb, et construite entre le 4e et le 7e siècle, près de Tiaret, à la localité de Frenda, au nombre de 13. Les djedars de Frenda qui gardent jusqu'à présent de nombreux secrets, derniers vestiges de l'Algérie avant l'islam. بالنسبة للتاريخ هذه المعالم اتفق الكثير من الباحثين أنها تعود إلى بين القرنين الخامس والسابع ميلادي. فيما يخص الملوك المدفونين بهذه المنطقة هناك عدة فرضيات، منهم من يقول أنه ملك المور والرومان الذي وجد على نقش ألطافة بتلمسان أنه دفن هنا، ولكن تبقى هذه الفرضيات بدون دلائل. ومنهم من يرجح أنها تعود إلى البيزنطيين أو بالتحديد الحضارة البيزنطية،
نظرا لهذه الرسومات والكتابات الموجودة على الكثير من الأضرحة والتي تعود إلى الفترة البيزنطية بالتحديد. À l'époque de profonds bouleversements dans le nord de l'Algérie, qui était alors la Numidie romaine, puis byzantine, et début de la conquête arabe. Les 13 pyramides renferment une ou plusieurs pièces reliées par un système de galeries, dont des chambres funéraires, laissant penser à des sépultures collectives. Certaines pièces dotées de banquettes de lieux, probablement de culte funéraire, selon certains chercheurs. هناك دراسات في الأفق أو بعض مشاريع التهيئة بالتنسيق مع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وإحدى الجامعات هنا على مستوى الغرب من أجل تهيئة هذا الموقع. لكن قبل مشروع هذه التهيئة يجب إعادة تهيئة الطريق للوصول إلى هذا الموقع من أجل تنفيذ هذا المشروع في القريب العاجل. Les portes intérieures sont sculptées de motifs traditionnels, des édifices chrétiens, mais les inscriptions probablement latines. Les djedars figurent au patrimoine national algérien depuis 1969. Et voilà, le Jdar de Tiaret, un monument historique magnifique qui fait partie de notre patrimoine historique, des sites historiques. C'est très joli. Cette région, elle est vraiment à visiter. Alors, je vous le conseille puisqu'on est en vacances. Alors, comme je l'ai annoncé, la rubrique santé aujourd'hui assurée par Dr Emina Kourdash. Alors, elle est endocrinologue et diabétologue qui va nous parler du trouble de croissance aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va. Ça fait longtemps, hein? Oui. Depuis la dernière fois. Exactement. Marhaba. Merci. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet d'ailleurs qui est très très important et qui est un petit peu méconnu quand même. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? D'ailleurs, qu'est-ce que le trouble de croissance? Donc, on va parler aujourd'hui des retards de croissance. Donc, c'est un retard de développement de l'enfant. Donc, tout simplement, c'est un enfant qui ne grandit pas comme il se doit. Très bien. Oui. Donc, généralement, ça peut être méconnu, mais le plus souvent, c'est reconnu par les parents qui vont remarquer généralement, oui, qui vont le comparer avec d'autres enfants du voisinage, des cousins. Parfois, à l'entrée de la crèche, de l'école, ils vont le comparer avec les autres enfants. Oui. Ils vont remarquer qu'il est différent des autres enfants. Qu'il y a un problème. Oui. Parfois, c'est les médecins. Généralement, c'est les médecins généralistes ou bien nos confrères pédiatres qui vont remarquer parce que les médecins doivent, c'est systématique, ils doivent prendre, quand ils examinent un enfant, ils doivent systématiquement prendre le poids et la taille pour les rapporter dans des courbes de croissance. Est-ce qu'on peut, justement, je pense qu'on a ces images de courbes de croissance. On aimerait bien les voir avec notre Selma Khaledi. Voilà, très bien. Oui, donc c'est systématique pour un médecin qui voit un enfant, il doit le mesurer. Donc il y a des méthodes de mesure. C'est impératif. C'est impératif. Donc il doit impérativement le mesurer, quel que soit le motif de consultation. Et il doit, généralement, c'est les médecins généralistes et pédiatres, c'est les premiers qui vont dépister ce retard de taille ou bien de poids ou bien les deux en même temps. Très bien. D'ailleurs, on va voir maintenant tout de suite. Non, pas cette photo, s'il vous plaît. Il y a les courbes. Non, c'est les courbes. Généralement, on utilise en Algérie. Voilà, quadrillé, exactement. Voilà. Alors, arrêtez sur l'image, s'il vous plaît, pour qu'on puisse expliquer. Donc, les parents vont reconnaître ces courbes. Donc, ils sont présents dans les carnets de santé. Même les médecins, ils doivent impérativement demander le carnet de santé quand ils reçoivent un enfant. Très bien. Pour rapporter toujours la taille et le poids sur ces courbes de croissance pour dépister un retard. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut voir la deuxième courbe? Il y a des courbes spéciales pour les garçons et des courbes spéciales pour les filles. Pour les filles. Oui, c'est pas les mêmes courbes. De toutes les façons, ce retard, ce trouble, voilà, exactement. Oui, merci la régie, merci à Selma Khaledi. On y va? Oui. Tu peux nous expliquer? Donc là, il y a le poids, la taille. Donc selon l'âge, on va rapporter selon l'âge, le poids et la taille le jour de la consultation. Très bien. Si le poids et la taille sont dans le couloir, là c'est ce qu'on voit, les traits qu'on voit. Oui. Si c'est dans le couloir, c'est bon. Si c'est en dessous du couloir, donc il y a un retard de croissance. D'ailleurs, comme on voit ici. Exactement, oui. Donc, il y a un truc inférieur. Donc, c'est ça qui suscite un petit peu l'inquiétude des parents. À chercher un problème, s'il y a un problème ou pas. Très bien. Oui. Alors, et comment peut-on détecter justement ce retard? Voilà.
Donc, une fois le retard il est détecté, on reconstitue ses cours. Là, on va à l'étape suivante, qui est l'examen clinique. On va faire un bon interrogatoire. On va poser des questions. On va poser une question sur la taille de naissance de l'enfant. Parfois, on a une petite taille de naissance. Sur la taille des parents. Parfois, on a la taille de l'enfant, elle suit la taille des parents. On a une taille cible. Donc, on va poser des questions sur l'accouchement, sur le déroulement de la grossesse. On va faire un examen clinique minutieux. Oui. On va faire aussi une prise de sang. Pour détecter s'il y a un problème, généralement une anémie, un problème rénal, un problème digestif, donc par une simple prise de sang. On va aussi doser l'hormone de croissance. Généralement, on dose son médiateur, son intermédiaire, donc pour voir s'il y a un retard ou là, un déficit de l'hormone de croissance. Oui. Et puis, on va faire une radio de la main qui va nous renseigner sur l'âge osseux de l'enfant. Parfois, l'âge de l'os n'est pas le même que l'âge chronologique de l'enfant. Oui. Si on a l'hormone de croissance, si elle est basse, c'est là où on va vers des examens beaucoup plus complexes. Très bien. Ouais. Donc, et à qui s'adresser justement? Quel est le spécialiste qui surveille et qui peut traiter, on va dire, ce retard? On ne peut pas parler de retard justement de croissance. On ne peut pas dire que c'est un handicap en fait. Donc c'est un état. Donc c'est ça. Mais généralement, non, parfois ça peut être un peu grave. Parfois il y a des causes qui sont graves. Parfois il y a des causes qui sont simples. On doit juste surveiller. Donc ça dépendra, c'est pour ça qu'on va faire les prises de sang, qu'on va faire des radios, qu'on va faire un bon examen pour détecter l'étiologie. Donc parfois, il peut être un point important, il peut être dépisté à la naissance de l'enfant. Donc généralement, ça peut être grave. On a une hypoglycémie chez un nouveau-né. Donc un nouveau-né qui fait une hypoglycémie, on suspecte directement un déficit en hormones de croissance. Ah d'accord. Oui. Donc, ça ne peut pas être autre chose que le problème, c'est-à-dire ça peut faire partie, on va dire, des problèmes qui peuvent surgir un peu plus tard. Oui, exactement. Donc, ça dépendra parfois, ça dépendra des enfants. Ça peut être précoce comme ça peut être tardif. Très bien. Oui. Alors, on a parlé aussi des examens à faire et puis comment afin de pouvoir diagnostiquer avec certitude, on va dire. Voilà. Et les tests sont un peu complexes à faire. Ils ne sont pas faits dans un laboratoire habituel. Ils doivent être faits dans un milieu hospitalier. Ah, c'est impératif. C'est impératif parce qu'ils sont un peu dangereux à faire parce qu'on va provoquer une hypoglycémie. On va essayer de stimuler cette hormone de croissance. Si malgré cet état, elle n'est pas stimulée, c'est qu'il y a un retard de croissance. Donc ça doit être fait dans un milieu hospitalier pour pouvoir intervenir en cas de souci. Très bien. Oui. Alors, et quelles en sont les causes? Généralement, les causes, il y en a beaucoup. Donc, on peut avoir des maladies chroniques, des maladies. On peut, à cette occasion, on peut détecter une maladie digestive. La plus connue, c'est la maladie cœliaque, par exemple, qui peut être une cause de retard de croissance. Ah, d'accord. On peut avoir une insuffisance rénale, on peut avoir des maladies pulmonaires ou cardiaques. Il y a aussi des maladies génétiques et syndromiques et malformatifs. Voilà. Donc génétique de l'os, il y a l'os qui ne va pas mûrir correctement. Exactement. Il y a des causes endocrinologiques. Ça, il y a le déficit en hormones de croissance. Il y a l'hypothyroïdie aussi qui peut être une cause. Et il y a l'hypercorticisme aussi, l'excès en cortisol qui peut être la cause aussi. Et il y a des causes qui sont, par exemple, des conditions socio-économiques défavorables qui peuvent être en cause. Parfois, on extrait l'enfant de son environnement et il va grandir. Donc, il est dans un environnement qui n'est pas favorable à sa croissance. Attendez. Là, c'est très, très important. Oui. Redites-moi ça et expliquez-moi on va dire, ce phénomène. Voilà. Donc, on a les conditions socio-économiques défavorables. D'accord. Donc, ils ont remarqué qu'il y a des enfants qui ne grandissent pas. Par exemple, ils sont dans une famille d'accueil, par exemple, où ils ne sont pas bien traités. Donc, ils ne vont pas grandir convenablement. Une fois on les extrait de ce milieu, ils vont grandir normalement. Parce que le problème psychologique, il joue un grand rôle. Ça peut jouer un rôle, exactement. Ouais. On a aussi des causes qui sont un retard familial, qui peut être familial simple. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, on va surveiller. Et il y a aussi les problèmes, comme on a dit, socio-économiques. Il y a aussi la malnutrition, par exemple, l'anorexie.
les enfants qui ont des troubles du comportement alimentaire, Oui. ils vont avoir des problèmes de croissance aussi. Ah ben c'est tout à fait normal. Exactement, c'est logique. S'ils n'évoluent pas, on va dire, nutritionnellement parlant, C'est ça. correctement. Oui. Donc c'est un petit peu, il y a un il y a un Oui. Comment ça y est, je commence moi aussi à dérailler. Oui. Donc ça déstabilise un petit peu. Oui, ça retentit négativement. Négativement C'est sur ça. tout ce qui est vitamines, les besoins de vitamines Tout à fait. pour le corps afin et de croître. Afin de De bien grandir. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, oui, ça joue un grand rôle. Alors, quel est le traitement à suivre dans Donc, ces cas-là? C'est ça. Donc le traitement, on va réfléchir logiquement. Le premier traitement avant les traitements médicamenteux, c'est le traitement de la cause. Donc si la cause, elle est toujours pas traitée, on va pas espérer une guérison ou bien une réponse. Donc par exemple, parfois on fait des radios, on a par exemple la maladie cœliaque, il faut suivre un régime. Une insuffisance rénale, il faut aussi la prendre en charge. Un problème, parfois l'origine, il y a une tumeur par exemple cérébrale, il faut la prendre en charge aussi. Une fois la cause prise en charge, on peut avoir une guérison spontanée. On n'a pas besoin de donner de l'hormone de croissance extérieure. Parfois, on a besoin, dans des cas de déficit d'hormone de croissance, où elle n'est pas sécrétée au niveau du corps, on donne des injections d'hormones de croissance. D'accord, et ce sont des injections programmées par semaine, par jour? Par jour, généralement, c'est une prise journalière. Ah, c'est tous les jours? Oui, c'est tous les soirs. C'est des stylos c'est de l'hormone de croissance humaine qui est biosynthétique et qui est donnée une fois par jour. C'est des stylos pré-remplis. Même l'enfant peut la faire lui-même. Elle est très simple à faire. Ouais. Alors, on a parlé de ce trouble justement quand il s'agit de petits, on va dire moins de 4 ans, 5 ans, on va dire, parce que c'est au moment de la scolarité où les parents se rendent compte le plus souvent. Donc, c'est un petit peu tardif, non? C'est pas un petit peu tardif? Oui, parce que la précocité du diagnostic joue un rôle très important. Donc, il faut que les parents soient... Ils doivent être sensibilisés. Oui. Voilà, soient conscients pour ça. Ça. Parce que c'est important. Plus le diagnostic est précoce, plus l'os il n'est pas encore mature et plus on a plus de chances d'avoir une plus grande taille. Exactement. Quand l'os il devient mature, il devient soudé, donc c'est très difficile de prendre en charge. Très bien. Alors, et est-ce que... juste, Iman, s'il te plaît, une petite parenthèse. Donc, il y a beaucoup de parents qui nous parlent ils ont peur de l'hormone de croissance parce qu'ils entendent que ça a un effet tumoral et tout. Donc, les études généralement sont très rassurantes. Donc, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est pour rassurer les parents. Donc, c'est pas du tout le cas. Oui. Mais juste, on doit l'éviter si on a une tumeur. Et voilà, j'éternue. Merci. Si on a une tumeur évolutive, on va éviter bien sûr, mais à part ça, il n'y a pas de risque tumoral sous hormone de croissance. Très bien, donc rassurez-vous, l'hormone de croissance n'est pas néfaste pour le corps généralement, pour les personnes qui en ont besoin. Qui en ont besoin, alors, tout à fait, oui, il ne faut pas la prendre juste comme ça. Il ne faut pas la prendre à tort et à travers non plus, pas n'importe quelle personne qui veut prendre cette hormone de croissance. Il y a des indications bien précises. Exactement. Ouais. Alors, est-ce que c'est une pathologie qui peut survenir à un âge avancé, à un âge adulte? Oui. Adulte, on va dire, au moment où la croissance n'est pas encore finie, on va dire, ou clôturée pour l'être humain. C'est ça, oui. Ça peut survenir à l'âge adulte, c'est plus rare, mais ça peut survenir. C'est soit généralement un retard de croissance qui était déjà là et qui a persisté, donc à l'âge adulte, soit c'est acquis à l'âge adulte. Donc, parfois, le déficit de l'hormone de croissance à l'âge adulte peut être physiologique. Donc, généralement, on vieillit, il y a un manque d'hormone de croissance, ça c'est physiologique, c'est normal. Parfois, non, c'est acquis. Parfois, on a généralement un problème au niveau de la glande qui sécrète l'hormone de croissance, au niveau de l'hypophyse. On peut avoir une tumeur, un traumatisme, un accident, une hémorragie qui peut endommager cette hypophyse et qui peut provoquer un retard de croissance chez l'adulte. Et comment se fait le traitement ? Donc là, c'est un petit peu différent. C'est au cas par cas parce que chez l'adulte, généralement, ce n'est pas le tableau typique qu'on trouve chez l'enfant. Donc chez l'adulte, c'est un peu atypique. Donc on trouve généralement
des troubles une diminution de la masse maigre, de la masse musculaire. On a une adiposité, on a des troubles du bilan lipidique qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui. Parfois, on a une fatigabilité, une dépression, une diminution de la qualité de vie. Donc là, on peut suspecter un déficit de l'hormone de croissance. Et dans des cas, on est amené à traiter pour protéger cet adulte du manque de l'hormone de croissance. Très bien. Alors, une toute dernière question. Oui. Alors, quels sont les bienfaits du sport, de l'alimentation pour, on va dire, pour booster, pour bien grandir. Voilà, pour bien grandir et pour booster justement la croissance chez l'enfant. Oui. Donc le sport, il est très bénéfique. Donc il n'y a pas un sport particulier. Généralement, beaucoup de parents... Tous les sports sont... Voilà. Généralement, quand on entend qu'on conseille du basket ou bien... Non, ce n'est pas le cas. Donc c'est l'activité physique en général qui stimule la sécrétion de l'hormone de croissance, qui est très bénéfique. Pour l'alimentation aussi, une bonne alimentation. Donc, elle favorise légumes, fruits. C'est ça, une bonne alimentation équilibrée, des protéines aussi. Ça stimule la bonne sécrétion de l'intermédiaire de l'hormone de croissance au niveau du foie. Et on a aussi le sommeil, qui est très important pour les enfants. Oui. Voilà, oui. Donc, quand on dort bien, on grandit bien. Donc, parce que l'hormone de croissance est sécrétée au maximum pendant le sommeil. Alors vous, en tant que professionnel, vous conseillez les parents de faire dormir leurs enfants à partir de quelle heure? Donc généralement, le soir, généralement. Maximum, c'est 21h. Ah ben voilà, à partir de 21h. Et bien sûr, le réveil se fait très bien le matin à 7h ou alors 6h30, on va dire. Hein. Donc, ils vont bien se réveiller. Donc ils auront une bonne journée à passer, surtout avec les études, l'école et voilà. Hein. Donc, et l'enfant grandit bien. Oui. Merci beaucoup, docteur Amina Kourdache. Je rappelle que vous êtes endocrinologue, diabétologue. Eh bien, on espère vous recevoir pour d'autres pathologies, pourquoi pas. Merci beaucoup. Hein. Merci. Alors, une petite pause musicale avec la troupe Gurera. On se retrouve juste après. بسم الله
Ça booste un petit peu, hein, avec Gourera, ça booste. Hein. Alors, un bon réveil à vous. Je le rappelle qu'on est mercredi le 25 décembre. Il est 8h45 tapante et c'est l'heure de, bien sûr, de recevoir notre invité de la matinale. Le Bonjour d'Algérie, ce n'est autre que notre auteur romancier, Omar Kazitani, pour nous présenter son nouvel ouvrage Melek et des pointillés, les autres. Bonjour. Bonjour, merci. Ça va? Merci pour votre invitation, c'est toujours avec plaisir. Et c'est le plaisir est partagé, c'est toujours Merci. un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie de bon matin, à nous égayer le plateau avec vos ouvrages qui sont très très beaux et bons à lire. Justement, c'est un Melek et les autres. Alors, que pouvons-nous dire de Melek et les autres? Pourquoi ce titre déjà? Alors, ce qui a suscité ma curiosité, c'est Melek, des pointillés, et les autres. Oui, j'ai toujours dit qu'il n'y avait aucune lecture innocente et aucune écriture innocente. Les points de suspension sont très éloquents. Effectivement. Ce sont des points qui séparent Melek des autres. Donc, Melek n'est pas comme les autres. Melek est un être exceptionnel, un être très particulier aussi, de par son statut. Et les autres sont les autres. Les autres sont beaucoup plus anonymes que Melek, qui se distingue par son statut déjà d'enfant adopté. Alors, quelle a été justement votre inspiration pour écrire cette histoire de Melek et les autres? J'étais en conférence dans une université et j'avais animé une conférence sur l'école du 21e siècle. Et dans ma communication, il y avait certains points. Et on m'avait remis, il y avait des professeurs qui m'avaient remis, bien sûr, leurs documents pour participer. Et j'avais trouvé chez une des professeurs des éléments absolument identiques à ce que je prenais pour thèse personnelle. Et j'ai demandé à la voir, je l'ai vue, et je lui ai offert un livre que je vous avais montré il y a quelques années, c'est Le Vizir. Oui. Le Vizir qui est un réquisitoire justement contre l'enfance abandonnée. Et je lui ai offert ce livre et elle l'a lu. Après l'avoir lu, elle a trouvé que ça ressemblait étrangement à quelques phases de sa vie. Et elle m'a raconté sa vie. Et nous en avons discuté. Et nous avons décidé tous deux d'en faire un roman. Alors là, je suis en train de lire un petit... Bon, je vais vous dire, chers amis du matin, c'est que je n'ai pas encore lu l'ouvrage. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le lire, mais rien que le titre qui m'a attirée, donc, est là, c'est que j'étais curieuse de connaître et de savoir avec quoi vous avez commencé justement votre roman. Et là, je vais vous lire juste un tout petit passage, juste le début justement. Et croyez-moi, ça va vous attirer. Les volutes de la vie en spirale ont fait de moi un réservoir d'idées et de pensées diverses. Le souffle des vents et les couchers de soleil sont les vecteurs qui inspirent ma force, mes mouvements, ma respiration. Je suis de nature insolite, mes ambitions sont éparses et multiples. Je m'aime pour mon prénom, mon passé et mes lendemains. Je suis Melek, le processeur, l'ange. J'aime vivre et je veux retenir les vibrations et les vertiges. C'est tout cela, Melek. Melek puise dans ses particularités familiales une force extraordinaire qui la conduit ou qui la dirige vers l'effort,
c'est une fille très volontaire qui, consciente de son statut et jalouse de sa situation, prend conscience très très jeune de son statut familial. Elle apprend qu'elle est une enfant orpheline et elle est très jalouse de son statut en dépit du fait qu'elle soit une enfant adoptée. Pourquoi? Parce que ses enfants adoptifs la prennent vraiment en charge, parce qu'elle bénéficie de leur soutien et parce qu'elle habite dans un très grand domaine familial, privé donc, et ses parents et elle occupent une maison de campagne, pas très loin de la ville. Ses parents sont des intellectuels et elle se retrouve dans un cocon familial qui entretient à la fois son passé et son devenir. Justement, alors, quel thème avez-vous, on va dire, voulu explorer à travers ce roman? Alors, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs idées, mais l'idée centrale, c'est que chez nous, dans les sociétés musulmanes, d'une manière générale, l'adoption a longtemps été un tabou. Effectivement. Et pourtant, nous sommes dans un milieu musulman. Oui. Alors, normalement, en principe, ça nous encourage justement à adopter des enfants. Exactement. Leur offrir une chaleur familiale, leur offrir la vie qu'ils doivent avoir, justement. Oui. Mais si on remonte, moi je me souviens jeune, j'ai entendu, au sein même de ma famille, j'ai entendu les femmes parler et dire « Ah non, 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 ça c'est pas sa fille, c'est une enfant adoptée. » Ah non, il n'en est pas question. Oui. Ah non, 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 beaucoup, mais hein, non, mais c'est pas sa fille, elle a été adoptée, etc. C'était une situation déplorable hein, pour les enfants, surtout pour les enfants adoptés. Alors, Malak, justement, se distingue. De par son adoption, elle se distingue par ses efforts. Et comme elle a su à 6 ans, lorsque sa mère lui a dit « Voici qui nous sommes et voilà qui tu es ». Et donc elle en prend conscience et elle emmagasine la douleur et la transforme en vertu, en effort. Elle prend pour témoin, elle donne une dimension anthropomorphique aux choses. Premier témoin, c'est un chêne, un immense arbre. Elle le prend à témoin, il est le témoin de sa croissance, parce qu'elle va en pèlerinage tous les mois, et avec son compas, elle trace un trait sur le tronc du chêne, et elle voit comment sa taille évolue. Ensuite, lorsque elle prend conscience de sa solitude bien accompagnée, parce que ses parents la prennent en charge, elle rejette, pas méchamment, mais elle se cloisonne et elle considère que, parce qu'elle a des frères, un frère, Abdelkrim, son aîné, et des sœurs. Et elle a été confiée à sa tante. Alors, issue au mariage de ses parents adoptifs, ou alors ce sont ses vrais frères et sœurs? Non, ce sont ses cousins. Ce sont frères et sœurs, c'est un frère et des sœurs. Mais elle les considère comme des cousins. Ah d'accord, parce qu'elle s'est exclue de cette famille. Elle dit d'ailleurs, que ma mère biologique m'a mise au monde, mais ma mère adoptive m'a donné la vie. C'est très profond. Et donc, avec l'âge, elle prend un second témoin qui est son miroir. D'ailleurs, la couverture, justement, elle se regarde dans un miroir. Dans un miroir, et c'est ce miroir qui lui apprend beaucoup de choses et qui lui apprend que la vérité, que personne ne détient la vérité. Elle apprend que al-haqiqatu mir'atun saqatat min yadillah fankasarat. الكل أخذ قطعة وقال هذه الحقيقة إنما الحقيقة للجميع. Elle apprend que la vérité ne peut pas être unique et ne peut pas être maîtrisée par une seule personne et que la vérité
appartient à tout le monde. Alors, une question qui est très, très importante. Quelle importance, justement, vous avez accordée aux valeurs de la famille algérienne, aux cultures de la famille algérienne dans ce roman? Notre culture est imprescriptible. Elle durera l'éternité. Effectivement. Parce qu'elle repose sur un élément indispensable qui est la spiritualité. Effectivement. Nous sommes une société algérienne qui veut dire entière, qui veut dire fidèle à des principes, fidèle à une éthique, fidèle à sa spiritualité. Et donc, il est hors de question pour quelqu'un qui s'est imprégné, comme un buvard qui s'imprègne d'une tâche, il est impossible pour une personne en Algérie, une Algérienne, un Algérien, de mettre de côté ou de considérer comme superflues les valeurs spirituelles. Donc dans ce livre, il n'y a aucune transgression, bien au contraire, il y a cet attachement aux valeurs familiales et à la continuité, pour que cette éducation soit pérenne et devienne continuellement vivante au sein de la société. La spiritualité fait nos valeurs familiales et conforte nos valeurs familiales. Effectivement. Et c'est très accentué en Algérie. Hein. Oui. Les valeurs familiales, c'est qu'on est très attaché à nos familles. On ne peut pas se détacher, même si actuellement, les mariages qui se font, maintenant les jeunes mariés, ils aiment bien être dans leur cocon, on va dire, et ils se détacher un petit peu de la grande famille. On revient toujours aux sources, on revient toujours à la grande famille, même si on se détache. détache. Alors, quel message a passé à travers ce beau roman de Melek, 3 points de suspension et les autres? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais le message le plus important est un message d'amour, puisque Melek refuse de n'être qu'une enfant adoptée. Si vous permettez, je vous fais une toute petite et rapide lecture. Avec plaisir. Melek apprend qu'elle n'est pas la fille de Issa et de Johar. Et c'est Johar qui lui dit. Ils vont en pique-nique, ils vont à la montagne des Lions. Et donc c'est une histoire qui se passe ici à Oran. C'est une histoire qui se passe ici à Oran et qui a commencé à Mossagadam. Très bien. Alors, ils vont en pique-nique. Le père est un féru de mots croisés. Il est là dans son journal, allongé, il fait ses mots croisés. Et la maman, Johar, prend Melek et lui dit « on va marcher ». Oui. Et en marchant doucement, et elle lui dit « voilà qui tu es et voilà qui nous sommes ». Et donc c'est à ce moment-là que Melek, elle a 6 ans, elle apprend que ce sont ses parents adoptifs et non ses parents biologiques. Melek, qui était allongée, elle était allongée avec sa maman, elles ont marché. Melek, qui était allongée, se releva doucement, prit place entre les jambes de sa mère, colla son dos à la poitrine de Johar et resta silencieuse. J'ai faim, maman, et papa est seul. On le rejoint? Du haut du monticule et observant son père plongé dans son journal, Melek l'appela et, portée par l'élan, elle poursuivit sa course, puis finit par se jeter dans les bras de Issa. Papa, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi plusieurs fois. Papa, je t'aime. Je suis ta fille et je vous aime, toi et maman. Papa, laisse-moi serrer mon cœur contre le tien. Embrasse-moi, papa. Encore, papa. Encore, je t'aime. Viens, maman. Viens qu'on s'embrasse tous les 3. Nous serons toujours 3. Papa, toi et moi.
moi, Malak, l'ange, comme tu m'avais appelé, comme tu m'avais appelé maman, Malak, votre fille, je suis de vous. Elle refuse d'être considérée comme une enfant adoptée. Elle se veut la fille d'amour. De quel amour? De celui de ses parents. Et pas que. Pas que. Parce que il y a un compagnon qui a été en classe avec elle, qui grandit avec elle, et les deux deviennent étudiants à l'étranger. Et cette personne-là, qui étudie avec elle dans une université près de l'université qu'elle fréquente, c'est Rafiq. Et Rafiq n'est pas innocent, c'est un prénom qui est choisi. Rafiq, c'est le compagnon. C'est le compagnon. Voilà, exactement. et ça, ils font connaissance, meilleure connaissance, et la suite est dans le livre. Exactement. Alors, à travers ce paragraphe que vous nous avez lu, on va dire, moi, en tant que Imen, donc j'ai senti que Malek, malgré son adoption, malgré qu'elle avait su à ce moment-là que c'était une enfant adoptive, elle voulait juste une assurance de ses parents, c'est que afin de, on va dire, de garder, on va dire, leur amour, de sentir leur amour, voilà, leur vrai amour, que ça ne va pas changer. Et ça ne change pas. Voilà, elle est en quête d'identité, exactement, mais elle est en quête de sécurité. De sécurité, exactement, aussi. Oui. Et elle n'a que 6 ans. C'est la raison pour laquelle elle se dénude, elle montre qui elle est, et elle montre sa douleur et son empressement. Oui. Mais elle montre aussi les signes d'inquiétude pour emmener ses parents adoptifs à véritablement considérer que ce n'est pas leur fille adoptive, mais leur fille. Oui. Et ensuite, dans le livre, vous verrez, que elle finit une brillante carrière oui. dans la psychologie. Effectivement. Et à ce moment-là, elle profite de tout ce qu'elle a reçu pour aider ceux qui seront dans sa situation. Dans sa situation, exactement. Donc c'est un livre à lire, d'ailleurs c'était un roman à lire. Donc vous l'avez même présenté lors du SILA, du dernier SILA de Alger. Donc est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont intéressés à votre roman, Malek et les autres? Vous savez, on ne peut pas juger soi-même. Hein. Exactement. C'est parce que nous, on n'était pas présents aussi là. Mais disons que j'ai d'excellents retours de lecture. La presse en a parlé, l'expression en a parlé, le livre. J'ai des amis, des écrivains. J'ai beaucoup de personnes qui suivent mes écrits et j'ai quand même suffisamment de satisfaction. Très bien. Alors, on n'en doute pas, hein. D'ailleurs, tous vos romans, il attire l'attention du lecteur. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait un petit peu languir de lire cette belle histoire de Malek, 3 points de suspension. Et les autres. Merci de m'avoir dédicacé ce livre. Je suis très contente et je vais le commencer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah ben voilà, une très belle chanson, une très belle interprétation par un duo. Ce sont des jeunes, Farid Argiba et Jam, la chanson Meryouma. On se retrouve juste après. عيش معاها للممات الله مدى فيها في الأصل تكون جزائرية شرقية ولا غربية وين هي كرمتها تطل عليا وين هي منين هي يا كرامينا طل عليا يا مريوم ربي يهديك واش من القلب اللي ما يبغي عاونتي ليا وانا يا ليك يا العشقاتي ما مغرومه مريومه يا بنت الحومه مريومه
يلي شيعة في البنات وخلقك ربي في أحسن ناس. مريومة يا بنت الحومة مريومة مريومة يا بنت الحومة يا مريومة ربي يهديك ذاك البدر شحال يوديك يا الوردة قد المشموم بعد عمري بك مغرومة مريومة مريومة يا بنت الحومة مريومة يا مريومة ربي يهديك ربي يهديك أجمل قلبي ما يبغيك أو انتي روحي وانا عيني وانا عيني مريومة يا بنت الحومة مريومة مريومة يا بنت الحومة مريومة كحل عيونك نظرية يلي شيعة في البنات خلقك ربي في Meriouma par deux belles voix de Jam et de Ferida Ergiba. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, retour aux sources, retour à nos traditions et coutumes, retour à notre identité, puisque nous recevons aujourd'hui, alors avec nous cette fois-ci, sur le Bonjour d'Algérie, alors l'artisanat qui est mis à l'honneur aujourd'hui, avec le Salon national de l'artisanat et des métiers, avec Monsieur Tahar Djebbar Miloud. Alors, vous êtes directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers traditionnels. Bonjour. Marhaba bik. Ça va? Vous allez bien? Vous n'êtes pas trop stressé? Non. Vous êtes habitué, vous allez Oui. vous dire. Hein? Oui. Très bien. Oui. Vous n'êtes pas seul puisque nous recevons, encore une fois, c'est toujours un plaisir de le recevoir avec ces belles créations. Malheureusement, aujourd'hui, il ne nous a rien ramené, c'est dommage. Il est venu les mains vides, malheureusement. Alors, c'est monsieur Nourdine Qadi. Alors, vous êtes dans la confection des bijoux en argent. Oui, je suis un artisan. Je me rappelle, Et bonjour, Humain. Oui. Donc, c'est un plaisir de vous revoir aussi pour maintes reprises. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. Donc, c'est toujours un on est plaisir. venu ici aujourd'hui pour qu'on représente nos métiers en général et Oui. mon métier de la bijouterie. Alors, ils sont Et en où les plus, bijoux? راهم non, راكدين non, مازال non, ما ناضوش. Ah non, 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 ما تفهمناش على هادي. Ah non, 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 non. Vous venez au Bonjour d'Algérie sans nous ramener vos, Ah ben, vos belles créations. C'est juste pour vous dire bonjour Yeah. et pour dire bonjour aussi aux artisans Ah qui bah oui. nous attendent. Voilà. Bah oui, c'est avec plaisir. Donc c'est d'ailleurs. avec plaisir qu'on les attend pour le salon national. Très bien, Inch'Allah. donc on va parler tout de suite du Salon national de l'artisanat et des métiers. De toutes les façons, c'est chaque année, hein, il est tenu chaque année, chaque fin d'année. Donc on a assisté d'ailleurs à un engouement en 2023. Donc certainement, ça va être la même chose en 2024, la fin 2024. Puisqu'on est le 25, il nous reste Voilà. que 5-6 jours pour la fin. Donc, alors, Monsieur Tahar Djebbar, donc vous êtes directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers de la Wilaya d'Oran. Parlez-nous un petit peu de l'organisation de ce salon et de la tenue du programme aussi, et où se passe le salon. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله نشكركم على هذه الاستضافه. C'est avec plaisir. احنا اللي نشكرك على الحضور تاعك. اولا هذه التظاهره تدخل في اطار البرنامج الترقوي المسطر من طرف غرفه الصناعه التقليديه والحرف لولايه وهران، والمصادقه عليه من طرف الوزاره الوصيه وزاره السياحه والصناعه التقليديه. هذا الصالون الوطني اصبح هنا في ولايه وهران تقليد، لأنه كل عام يقام هذه التظاهرة. في 2023 في 2023 ما كانتش هذه التظاهرة لأنه كان الصالون الدولي للصناعة التقليدية على مستوى. Exactement, c'était international. Oui, en 2023, c'était en grandiose. سنة 2024 عاد هذه التظاهرة إلى مدينة وهران. هذه الصالون الوطني لمنتجات دعم منتجات الصناعة التقليدية من 28 ديسمبر إلى غاية 4 جانفي ب CCE. المدة تقريبا التظاهرة فيها أسبوع، هو فضاء لعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية، كذلك فضاء
لالتقاء الحرفيين واحتكاكهم مع بعضهم البعض. كذلك فرصة للتعريف بمنتوج الصناعات التقليدية والصناعات التقليدية الفنية، أو كذلك التسويق والتعريف بالمنتوج الجزائري. Parce qu'on a quand même un artisanat très riche. Très riche. Donc, on a des artisans dans tous les domaines. Le fait main est très connu en Algérie, déjà. D'ailleurs, il y a même des pièces qui sont exportées à l'extérieur, à travers les touristes, à travers les Algériens qui partent, qui sont en visite en Algérie et qui exportent ce joli savoir algérien. Donc c'est très très joli, que ce soit avec les paniers en osier, que ce soit avec les bijoux traditionnels. L'artisanat en général. Exactement. Donc parlez-nous un petit peu on va dire, de la fabrication de bijoux, surtout en argent, en Algérie. Eh ben, la façon de travailler ces bijoux, c'est ancestral, ça fait des années, on peut dire des siècles. Des siècles, que exactement. Ça existe, ce genre de bijoux et tout. Et ces événements qu'on est en train qu'on fait avec ces salons, ces expos et tout, pour que les artisans se connaissent entre eux. Et quand il y a comment dirais-je, le contact entre des artisans, moi je donne des idées et eux ils me donnent des idées, parce que l'artisanat c'est pas vraiment précis. Il faut changer des idées entre les artisans et pour faire améliorer aussi notre artisanat en général, pas spécialement dans le bijou, dans l'artisanat en général. En général. Quelle que soit la poterie, la céramique, il y a des idées à avoir dedans. Effectivement, oui. Et qui font d'ailleurs, c'est à travers l'artisanat de l'Algérie, c'est à travers notre pays, c'est à travers nos artisans qu'on voit un petit peu tout ce qui est algérien. C'est-à-dire quand on voit, on va dire, une céramique, non, ça se voit, c'est la touche. Ça se voit que c'est la touche algérienne. C'est la touche et c'est culturel aussi, c'est pas uniquement pour économique, oui. Mais aussi, de plus, c'est culturel. Voilà. C'est notre identité qui est dedans. Exactement. Donc, quand on fait l'artisanat, quand on l'améliore, on donne notre touche en tant que des artisans. Alors, et quelle est votre touche? Comment? Quelle est votre touche à vous? Bon, ma touche... Moi, je la connais, hein, mais voilà. Seulement, vous n'avez pas ramené. Mais bien dommage, parce qu'on était un peu... boosté et tout. Là, je les ai préparés, ça y est, c'est... Et vous l'avez préparé en plus? Oui, mais ça sera pour d'autres fois. Moi, il faut dire la réalité. Donc, et quelle est votre touche, justement, quel est votre secret pour créatif? Il n'y a pas de secret. On va dire... Pour moi, il n'y a pas de secret. Quelle est votre inspiration? L'inspiration, ça dépend comment qu'elle vient. Des fois, elle vient le soir, elle vient le matin. Non, tu n'as pas. Dépend. Non, l'inspiration, on ne peut pas l'avoir à une heure précise ou à une journée précise. Effectivement, à n'importe quel moment. Ça dépend l'état où tu es. Oui, effectivement. Donc, et quelles sont les pierres que vous utilisez dans vos créations? J'utilise tout genre de pierres. C'est-à-dire? Quel que soit. Bon, toutes les pierres semi-précieuses, et des fois on travaille aussi quand on a l'occasion d'avoir des pierres précieuses aussi, on les travaille. Parce que en même temps, c'est avec le temps, j'étais un simple artisan, et avec le temps, je suis forgé. Et vous avez commencé à vous intéresser à l'artisanat et, on va dire, et au métier des mains, on va dire, à partir de quel âge? C'est à l'âge de 18 ans. Vous avez fait des études alors? Oui. Quelles sont les études que vous avez suivies? Sur le métier ou non, en dehors du métier. Non, c'est juste, c'est en SUM que je suis arrêté. Ah, quand même? Oui. Donc, c'est l'occasion qui s'est présentée. Donc, j'ai fait le centre de formation professionnelle des arts traditionnels qui se trouve à Tizi Ouzou. Oui. Ça, je parle des années 80, c'était en 82. Donc, j'ai fait mon stage de la bijouterie depuis 82-84. Ça fait 2 ans de formation professionnelle. C'est par là que je me suis dans le bain. Vous êtes mis dans le bain de l'artisanat. Et c'est avec le temps... Et c'est par amour que vous l'avez fait? Bon, c'est une coïncidence. J'ai eu l'occasion d'entrer dans le métier après.
ça devient un amour. Un amour. Voilà. Créatif. Voilà. Surtout, alors, est-ce que vos créations, est-ce que ce sont vos créations, vos idées, ou alors, des fois, moi, je viens vers vous, je vous dis, voilà, je veux tel et tel modèle, est-ce que c'est possible de me le confectionner? Oui, avant, non, je travaille dans Syrie, avant. Mais ces derniers temps que je me suis consacré dans la création de bijoux personnels entre moi et le client. Personnalisé, c'est des modèles personnalisés. C'est quand les dames, vous aimez quelque chose qui est unique. Ça, c'est vrai. Donc, je me suis branché dans ce sens-là. Très bien. Donc, bon, quand il n'y a pas de commande, je travaille les bijoux normaux. Mais la plupart du temps, voilà, la plupart du temps, je suis en train de travailler entre moi et le client. Très bien. On le concept et avec la pierre qu'il veut, quel que soit le corail, soit la pierre semi-précieuse ou la précieuse aussi. C'est à lui de choisir. Mais quand je travaille le plus normalement, et je travaille dans le travail commercial. Commercial. Voilà. Voilà, très bien. Il y a de tout chez vous, de toute façon. Très bien. Voilà. Alors, une dernière question à vous, monsieur. Donc, le salon de l'artisanat, il commence quelle date? De quelle date à quelle date? Et où exactement? Et à partir de quelle heure? احنا الافتتاح ان شاء الله راح يكون يوم السبت 28 ديسمبر. Le 28 décembre. ايه بسي Au centre des conventions Laurent. ان شاء الله راح تشارك معنا تقريبا 25 ولايه. Près de 25 wilayas présentes lors de ce... أكثر من 80 حرفي في جميع 80 exposants في جميع النشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية. وإن شاء الله من خلال هذا الصالون راح نشوفوا ونتعرفوا على منتوجات الصناعة التقليدية اللي تسخر بها الجزائر. تقريبا راح كما نقول لك العائلات الوهرانية راح تستمتع. Là, il y a c'est sûr, surtout que c'est la période de vacances du salon. C'est devenu que... Surtout que les Oranais et même les touristes à Oran, c'est qu'ils sortent, ils sortent... Non, le salon, il l'attend souvent. Exactement, on attend avec impatience. Parce qu'on a cette période qu'on la travaille chaque année et la même... Exactement, la même période. Donc, c'est tous les Oranais sont... Les vacances, voilà, c'est aussi راح نشوفوا كما نقول لك منتوجات الصناعة التقليدية من ولايات الجنوب، ما نشوفوا من ولايات الشرق. Ah, ça c'est magnifique. Voilà. Ah oui, oui. Il y a partout, c'est national. وفي نفس الوقت راح نشوفوا الجودة والنوعيه تاع منتجات الصناعه التقليديه اللي تسخر بها الجزائر. راح نشوفوا من منتوجات او منتجات اللي نقدروا ننافسوا بها حتى في الدول الاجنبيه. Ça, c'est certain. Ça, c'est quasiment certain. Parce qu'on a reçu quand même des artisans sur le plateau. On en voit des merveilles. Ils font des merveilles. يمكن حتى حرفيين اللي كانوا مشاركين في التظاهرات الدولية في ميلانو راح يحضروا معنا هذا المرة في الصالون الدولي في الصالون الوطني هذا، وراح نشوفوا المنتوجات تاعهم اللي ما شاء الله ترتقي إلى l'artisanat algérien en général. C'est quelque chose qui est vraiment Elle est particulière. Et même la touche taha, on va la voir à n'importe quelle place au monde. Quand on prend un objet, ça se voit que c'est algérien. Algérien, exactement. Donc merci beaucoup messieurs. Du 28 la clôture c'est quand? Au 4 janvier. Donc certainement, on aura des artisans. Vous allez nous ramener des artisans la semaine prochaine, on espère. D'accord? Rendez-vous pris. Mercredi prochain. Alors, on sera le premier d'ailleurs. Très bien. Marhaba bikoum. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une petite escapade de la musique classique algérienne, la musique andalouse. On se retrouve juste après.
dit pas on dit marhaba bikom. Alors marhaba à nos invités, alors qu'ils sont là, bien sûr, ce n'est autre que le grand maître et chef d'orchestre Mokhtar Allel. C'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, ici même, puisqu'il est accompagné aussi d'un jeune que vous connaissez tous. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion de le voir ici à travers notre émission, à travers aussi de la télévision algérienne. C'est Zakaria Sakal qui est présent avec nous. Bonjour messieurs, ça va? Bonjour Iman, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous tous. Un programme. Que ce soit technique et caméraman et tout le monde. Merci. Alors un programme bien varié d'ailleurs qui a été présenté par l'association Nahda lors de sa 60e anniversaire et en hommage justement au grand-père de Zakaria Sakal. Donc parlez-nous un petit peu de tout ce qui est inédit que vous avez joué sur la scène, la belle scène du Régent, on va dire, non, du cinéma Maghreb. Maghreb. Voilà. Alors, bien sûr, à l'occasion du 60e anniversaire, on a fait la Nouba à Ram El Maya, où il y avait 2 morceaux inédits. Et aussi suivi par un Hausi, c'est un texte que j'ai retrouvé dans le manuscrit de notre maître Cheikh Abdelrahman Sakal, et où j'avais, il est inédit aussi, un texte de Mohamed Zatan, et où j'avais, dans ce Hausi, introduit pour la première fois des qadriyat, au lieu que ce soit des sikhbarat, bit ou siah. Moi j'ai introduit les qadriyat, qui a fait la nouveauté et la beauté de tout le Hausi. Mais vraiment, d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de voir ce qui s'est passé justement lors de ces 3 jours. Donc je m'adresse à vous, Zakaria Sakal, c'était le 60e anniversaire. C'était en hommage au maître de Cheikh Abdelrahman Sakal. Donc parlez-nous un petit peu de cette lourde tâche que vous avez à transmettre cette musique classique ancestrale, vu votre descendance aussi. Voilà, c'est très lourd quand même. Oui, c'est très lourd. C'est une grande responsabilité vis-à-vis l'artistique et familiale aussi. Donc c'est à travers Cheikh on projette développer et continuer ce qu'on fait, voilà. Parlons de musique, parlons de... Et comment ça s'est passé les trois soirées? C'était un grand événement, c'était réussi, on avait des bons échos. D'ailleurs, vous avez affiché complet, hein? Oui. Les 3 jours affichés complets. Je l'avais prédit la dernière fois. Je l'avais. Oui, parce que vous savez, ce qui me fait plaisir actuellement, c'est que il y a quelques années en arrière, on avait des invités, des artistes en musique classique algérienne, voilà, donc et qui étaient désespérés. Alors en me disant que la musique andalouse, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas une relève, il n'y a pas et ceci et cela. Et là, c'est qu'elle a pris un relan. Alors là, avec une vitesse incroyable. Oui. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il va y avoir beaucoup de monde. Oui, oui. Ah ben, donc, il y avait même des invités de marque aussi. Oui, il y avait des invités de marque comme Lila Boursalé, Lila Kébir, Nadia Ould Moussa, Nesrine Ghanem. Exactement, oui. Nourdin Benatia, oui, Gilali Belmouzian, de Moussa Ghanem. Ben Krizi aussi, qui a fait partie. En association, il a participé avec son association Blue Beja, mais c'était formidable. Alors, et là, nous allons voir justement, ce sont des enfants qui se sont produits lors d'une des soirées. C'était magnifique, magnifique quand on voit des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, manier des instruments de musique. Voilà, on les voit juste à côté de moi. À côté de moi. Donc, alors, qu'avez-vous à nous dire de cette jeune, très jeune génération qui s'intéresse à C'est l'objectif de l'association, de former ces jeunes enfants pour justement faire la continuation et former une relève. Voilà.
C'est votre tâche d'ailleurs. Exact. Vous n'avez pas intérêt de faillir à cette tâche. C'est sûr. Très bien. Alors, Mokhtar Allel, donc la formation est primordiale. Tout à fait. Bon, nous, bien sûr, à l'occasion, nous avons un directeur de la formation, M. Nourdim Daoud, et qui chapeaute le tout, toutes les classes de la formation. D'ailleurs, c'était lui qui était à la place de Zakaria Sakal la semaine passée. La dernière fois. La dernière oui, fois, à la dernière fois, en émission, oui. Oui, à la Ningoul. Peut-être que j'ai un trou de mémoire ou quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, ça va, ça va. Ça va. Comme disait ma grand-mère, Allah yarhamha, الجهرة ما زالت لها. Donc, et la formation, c'est le plus important dans une association, c'est la relève. Oui. La relève, et comment elle commence dès le jeune âge. C'est comme ça que ça commence. Et on espère que ça va arriver. La relève fera son parcours aussi. Oui. Autant que Zakaria. Alors, quel est le rôle justement des jeunes musiciens de la formation de Nahda? Le rôle, c'est de perpétuer la... Vous avez du fil à retordre avec eux? Non, non. Au contraire, c'est un plaisir. C'est un plaisir au professeur. Moi, j'ai assisté. Hein. Alors là, quand il s'énerve, quand Mokhtar Allel s'énerve, il ne faut pas rester aux alentours. Ça m'est arrivé d'assister. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Non, c'est pour la bonne cause. Hein. Bon, normal. Exactement, oui. Donc, la formation est très importante pour Nahda. 60 années après, elle est toujours là. Elle fait toujours la une, justement, des soirées, la une. Est-ce que vous avez un programme à projeter dans les prochains jours, tu sais, Imen, actuellement, nous sommes... à un moment donné, c'est à nous de créer l'événement. Effectivement, ah oui. Bon. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps de parler de tout ça, mais généralement, c'est nous qui créons l'événement en attendant le mois de Ramadan. Et c'est là où ils font appel à nous. Bien, on espère bien que sûr, vous allez par être la même présent occasion, avec nous. par la même, oui, Inch'Allah, par la même occasion, je remercie beaucoup l'ONC, à la tête Nabila, et aussi la télévision. Elle était présente avec son réalisateur Fouad et tous les caméramans, toute l'équipe. Mais on aurait dit qu'on était une famille. Effectivement. Une famille. De toutes les façons, vous faites partie déjà de la station régionale d'Oran. Vous êtes notre ami artiste. Oui. Hein. Alors, et on m'a dit aussi. Tous. Alors, alors, on va juste clôturer avec ça parce que c'est joli ce que je vais dire. Mon petit doigt m'a dit que vous avez joué avec l'instrument de votre grand-père. Ah oui. Oui. D'ailleurs, j'avais les larmes aux yeux, où je ne pouvais pas me retenir. C'était très émouvant. C'est très émouvant. Oui. Une dernière oui, phrase? je te signale qu'il est de la lignée. Alors, Moulay Ziani, Cheikh Moulay Ziani, le maître de Abdelrahman Sakal, Moulay Ziani, Abdelrahman Sakal, Cheikh, bon, moi... et le futur. Donc nous avons une lignée et on en est très fiers. Alhamdulillah ya Rabbi que nous avons un futur Sakal, un futur Cheikh, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Mokhtar Allel. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission Bonjour d'Algérie, le télématin quotidien. D'ailleurs, cette émission est assurée à partir de jeudi jusqu'à lundi par nos confrères et nos amis d'Alger. Et bien sûr, mardi, c'est la station régionale de Constantine, notre ami Ismaïl Belkaidia, qu'on salue. On salue tous les Constantinois qui nous regardent et qui nous sont fidèles aussi chaque mercredi dans cette matinale. C'est la station d'Oran. Et le jeudi, bien sûr, c'est... Ah bah oui, je me suis trompée, non. Le jeudi, c'est la station de Bichal qui assure. Et bien sûr, à partir de vendredi, ce sont nos amis d'Alger. Quant à moi, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous depuis 8h jusqu'à 9h30. J'espère que notre programme d'aujourd'hui, du mercredi 25 décembre, a répondu à vos attentes. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous donne rendez-vous le 1er janvier 2025. Ciao. مريومة يا بنت الحومة